tous. Vous commencez à reconnaître Pierre. Salut. Avec qui je ride tout le temps en ce moment. Bon, j'ose pas trop lui dire, mais avec tout ce poids qu'il m'a donné, j'en chie un peu. Oh, comment j'ai eu chaud. Et puis je pense qu'on va continuer à rider à l'avenir. Il y a un an, j'ai sorti un tuto sur la sécurité en montagne. C'est un peu sous l'angle VTT en montagne, mais en fait, tout ce que je dis, c'est applicable pour n'importe quel sport de montagne. Et il m'a semblé important de le faire parce que tout ce qu'on peut trouver sur Internet ou même dans des bouquins, tout ça, très souvent, c'est des tutos de sécurité qui sont axés sur l'aspect technique. C'est-à-dire, bah voilà, faut savoir faire telle manœuvre de corde pour sortir quelqu'un d'une crevasse, faut prendre tel type d'équipement exactement parce que si, parce que ça. Mais en fait, pour moi, c'est pas la bonne approche de la sécurité, parce que la sécurité, c'est pas en fonction de ce qu'on sait faire ou ce qu'on sait pas faire. La sécurité, c'est de la psychologie, c'est du facteur humain. Du mou, ça partira pas. Donc la vidéo que j'ai sortie, c'était que des principes de base, pas du tout de technique et tout, c'est même des principes de bon sens, on va dire. Et donc aujourd'hui, le but, ça va être d'illustrer cette vidéo-là avec une des dernières sorties de Pierre qui... comment tu la qualifierais, cette sortie? Cauchemardesque. Ouais. Ça a mal tourné, comme on dit. Ouais, complètement. Ouais. C'est intéressant parce que j'ai dicté 15 principes de base. Donc Pierre, sa sortie, elle s'est quand même super mal passée et on peut voir clairement tous les principes que tu n'as pas respectés, quoi. Alors, raconte un peu comment tu es arrivé à faire de la montagne. À l'âge de 16 ans, en fait, d'ailleurs, c'est grâce à tes vidéos. Quand je voyais ce que tu faisais, c'était clairement une inspiration pour moi. Et du coup, tu partais comment? Tu as commencé à partir comment? Du coup, je partais complètement à pied, sans aucun matériel d'ailleurs, avant que ta vidéo sorte. Du coup. Personne t'a appris ouais, complètement. Ouais. En fait, si, il y a toi qui m'as appris à travers tes vidéos en soi, mais je partais vraiment tout seul. Ouais. Donc, en fait, la montagne, en règle générale, c'est quelque chose qui se transmet. Souvent, c'est nos parents qui sont montagnards, qui nous amènent en montagne, ou ça peut être des amis, tout ça, mais c'est rare de faire comme Pierre. C'est-à-dire que un jour, tu as pris ton sac et tu as décidé de partir. Il lui est jamais arrivé de problème en montagne jusque-là, donc tant mieux. Mais clairement, c'est pas la façon classique d'apprendre la montagne. Alors, tu as encore pas mal à apprendre, hein, visiblement. Ouais. Donc vas-y, explique-nous cette sortie-là, comment tu l'as décidé, ce que tu avais décidé de faire. Oh, on voit bien les canyons là. Wow, c'est magnifique. C'est très simple, j'avais vu qu'il y avait déjà des conditions qui n'étaient pas très favorables pour faire un bivouac, il y avait du vent annoncé à 60 km/h. Ouais. Et je voulais voir en fait clairement de quoi j'étais capable, en apprendre plus sur mon matériel et sur moi. C'était un crash test quoi. En fait, en soi c'était un crash test avec un semblant de maîtrise. T'avais choisi quel sommet pour ça, vas-y? J'avais choisi le Mont Perdu, ouais, à 3355 mètres. Alors le Mont Perdu, pour tous les gars qui sortent dans les Pyrénées, ils connaissent très bien, peut-être un peu moins dans les autres massifs, mais c'est un des plus hauts sommets des Pyrénées, c'est le troisième, je crois. Troisième. Et c'est surtout un sommet qui est très difficile d'accès. Alors, c'est pas de l'alpinisme de haute volée, mais bon, il y a de l'escalade où il faut un peu mettre les mains quand même. Ouais, complètement. Et surtout, il y a un itinéraire qui est hyper complexe à trouver. C'est dans des lapias calcaires où tout se ressemble. Et concrètement, en fait, c'est un itinéraire où beaucoup de gens se paument. Hein, tout le temps. Alors, personnellement, je l'ai pas fait le Mont Perdu. Parce que c'est dans une zone naturelle, et donc le vélo est interdit, puis c'est vrai que ces dernières années, j'étais vraiment 100% vélo, donc je faisais plus trop de rando. Et du coup, tu es parti en rando, là, c'est ça? Ouais, je suis parti à 9 h du matin, pour un bivouac, c'est une bonne heure en général. J'ai eu 5 heures de marche sur 7 annoncées. Et puis, en fait, l'itinéraire était vraiment compliqué. Pas autant que je le pensais, j'avais regardé des topos sur Internet. Une flèche.
En fait, j'avais que mon GPS pour me guider, j'avais pas de carte. Ok, je dois passer là-bas. Donc ça s'est bien passé. Le problème, c'est que j'ai eu le nez dans le GPS, quoi, et donc je me suis pas vraiment rendu compte de la difficulté de l'itinéraire. Et en plus, tu étais dans le brouillard. En plus, j'étais dans le brouillard une bonne partie. Il faisait mauvais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Au final, je suis parti ce week-end-là. Le temps s'annonce très mauvais. Avec des orages en fin de journée. De la neige cette nuit. Je suis parti de la voiture, il faisait 2,5. Ça glisse vachement. Bon, je viens de passer la brèche de Roland, du coup, ça y est, je m'engage sur une partie assez étroite. C'est pas facile ici. Faut pas tomber. Au final, la météo elle a commencé à se corser, donc c'est un facteur qui m'a boosté pour aller le plus vite en haut et planter ma tente. Et je me sentais en fait en sécurité dans ma tente. Planter ta tente en haut. En haut du à sommet. 3300 mètres. C'est l'objectif que j'avais, ouais, tout en haut. En le disant, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, carrément. Ça y est, je suis arrivé au lac juste en dessous du mont Perdu, qui se situe là-bas dans les nuages. Il reste 350 mètres de dénivelé, une petite heure je pense. Et j'hésite à bivouac ici, parce que là j'ai un super emplacement et bien couvert en plus. Il faisait mauvais, donc je me suis boosté pour aller planter ma tente en haut. Ouais, le plus vite possible. C'est vrai que là il y avait pas mal d'endroits pour bivouac. C'est un peu l'inverse de ce qu'on pourrait penser de prime abord, quand même. Complètement. Et puis, c'est un peu trop un warrior dans sa façon de penser, quand même, Pierre. Hein, bon, on va en discuter. C'est vrai. Et donc sur la phase finale en fait du pic, il y a commencé à avoir de la grêle. Donc je devais manger, au final j'ai même pas mangé le midi. Je suis arrivé directement en haut et j'ai planté ma tente tout de suite en pensant être à l'abri et en sécurité en fait, dans la tente. Mais le principal c'est bon. Et du coup je suis arrivé là-haut, j'étais mort de fatigue, il fallait que je me repose et que je mange. Ça va être tellement bon. Je me suis endormi, je me suis réveillé, il était 18 h. Alors cette première neige, je l'ai ou pas? Bon, c'est un peu de la grêle quand même. Et en fait, quand je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je redescende ou pas, pour moi il me paraissait déjà trop tard parce que j'avais eu la grêle, j'avais eu la neige, et puis le vent il commençait à se lever sérieusement, et donc pour moi c'était préférable de rester en haut. Donc déjà, par rapport à tous les principes que j'ai mis dans mon tuto sur la sécurité en montagne, là, t'es déjà à combien de principes que t'as outrepassé, voire totalement violé, quoi? Sur 15, la moitié. Peut-être pas tant que ça, mais... Donc déjà, le premier principe, enfin, celui-là, c'est un demi-principe, c'est-à-dire, bien sûr, je parle de pas partir seul en montagne. Moi-même, je le fais de partir seul, donc je suis mal placé pour le dire, mais... Et si tu pars dans la tempête, sur un itinéraire que tu connais pas, qui est dans un lieu complexe, comme c'est le cas pour le Mont Perdu, ok, on peut partir sur la montagne, mais pas dans ces conditions, quoi. Là, clairement,
Si tu tentes un truc en mode survie comme ça, tu vas à deux, quoi. En fait, j'avais mis une annonce sur les réseaux sociaux pour que si quelqu'un voulait venir avec moi, mais je comprends pas, il y a personne qui m'a répondu à l'annonce. Peut-être qu'ils avaient regardé la météo. Donc ça c'est l'autre principe, que tu t'es carrément assis dessus, mais la météo tu l'avais regardée pourtant, c'est ça qui est ouf, quoi. J'avais regardé la météo en fait au col des Tentes et ils avaient prévu 60 km/h de vent et du moins 5 degrés grand maximum. Et en fait, j'ai pas au col, j'ai pas pris en compte. Donc le col de Tente, il est à 2200 mètres. Ouais. Le Mont Perdu, 3300. En moyenne, on perd souvent 1 degré tous les 100 mètres. Alors, c'est pas forcément applicable à tous les cas de figure, tout ça, mais on peut avoir ça en tête pour généraliser. Bon alors, Dimitri, t'avais pas pris tes gros gants pour rien, là? Comme quoi, j'ai pas froid aux mains. Donc ça veut dire que là, t'es à moins 5 au col des Tentes? Ouais, moins 5, ouais. Moins 5 au col des Tentes, logiquement, au Mont Perdu, t'es à moins 15. Ouais. Et c'est ce qu'ils annonçaient, parce que moi, quand j'ai pris la météo pour vérifier dans quel état t'étais, tu vois, ben, je l'ai pris à cette altitude-là. Enfin, du coup, j'ai pris à un point qui était à cette altitude-là. Plus le vent, du coup, qui va renforcer la température. Alors, quand t'es dans la tente, tu le sens pas, le vent, mais dès que t'es en dehors, là, ouais, c'est une autre paire de manches. Parce que... le vent, ça te fait baisser, mais un truc de taré, quoi. Enfin, c'est... A mis le casque pour pas avoir froid! Donc là, en gros, tu te préparais pour du moins 5. En fait, en vérité, c'était du moins 15 qui t'attendait. Et tu t'attendais à des vents 60 à l'heure. 60 à l'heure, c'est quand même déjà super élevé en montagne. En tente, ouais, surtout. Ouais, mais même pour marcher. Hein. Marche sur une arête avec un vent à 60 à l'heure. C'est chaud, hein. C'est vraiment la limite hein, de partir en pas en montagne hein, pour moi. Hein. Et là, c'était au niveau d'un col. Donc au niveau d'un sommet, d'un des sommets majeurs des Pyrénées, les 60 à l'heure, tu pouvais direct te dire c'était peut-être le double, quoi. Et au final, ça se trouve, c'était largement complètement, ouais. J'étais dedans. La tente, elle était à deux doigts de se casser à tout moment. Là, quand même, faut se rendre compte de ce que c'est qu'un bivouac sur un sommet. Et il faut se rendre compte de ce que c'est qu'un bivouac, par mauvais temps en plus. Hein. À cette altitude aussi. Hein. Ouais, pour ceux qui ne sont pas habitués, 3000 mètres, ça commence à être haut. Hein. C'est sûr qu'on n'est pas sur des sommets de 8000 dans l'Himalaya, mais 3000 mètres, on commence à sentir les effets de l'oxygène. Il fait tout le temps froid à 3000 mètres, même en plein été. Quand tu es sur un sommet, t'as aucun abri, quoi. Et puis même psychologiquement, c'est chaud, parce que tu sais que t'es sur un bout de pointe de trucs. Et dès que t'as du vent qui se lève, c'est une horreur, quoi. J'ai même pas réussi à planter la tente parce que le sol il était tellement gelé et dur que je pouvais même pas poser les sardines, en fait. Donc ta tente, elle était posée, quoi. Elle était juste posée, ouais. La tente, elle rentre pile là-dedans. C'est même un peu juste et j'ai pas réussi à tendre les côtés. Après, il y a des techniques hein, pour les mettre dans les pierres, quand même. Hein. Ouais, mais du coup, comme je t'avais dit, vu qu'il y avait eu la grêle et tout, je suis rentré, vu que j'étais épuisé, je me suis effondré directement. Et le principe le plus important dans tout ça, on n'a pas parlé du plus important, sur lequel tu t'es magistralement assis, tu as une idée duquel c'est? Non. C'est le fait de savoir renoncer. J'ai jamais pensé. Tu as jamais pensé à renoncer? Franchement, non. J'ai toujours essayé de trouver une solution, mais non, pas renoncer. En fait, savoir renoncer, c'est vraiment la base. Tout alpiniste, grimpeur, montagnard, skieur de rando, c'est vraiment la base. D'ailleurs, on a regardé plusieurs films de montagne ces derniers temps. Et, de grands films sur des grandes réalisations de montagne qui n'ont rien à voir avec le Mont Perdu. C'est des trucs de fou, quoi. Et dans chacun de ces films, il y a des moments où il renonce. Ouais, tu le vois bien, quoi. Complètement. Même récemment, on avait vu le film sur Alex Honnold qui fait le solo à El Capitan, qui est juste la réalisation d'escalade du siècle, quoi. Et le mec, il part au début, et pourtant il a une équipe qui le suit, qui prépare le truc depuis des années, tout ça. En fait, à un moment, il le sent pas, il abandonne, quoi. Et là, pour le coup, en plus, il abandonne, même pas sur des facteurs externes qui t'arrivent dessus et que tu peux prendre en compte. Là, c'est juste parce que psychologiquement, il y a un petit truc qui lui plaît pas, quoi. Là, toi, c'est même pas ça, quoi. Là, t'as la tempête qui arrive, t'as le brouillard, t'as les trucs, et logiquement, t'aurais pas dû faire le sommet, quoi. T'es d'accord a posteriori? Oui, après l'avoir fait, oui, je suis d'accord qu'il fallait pas le faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, le tuto que j'ai fait, il est important, parce que typiquement, Pierre,
Là, il s'est même pas posé la question. C'est-à-dire qu'il avait un objectif, il y allait, quoi. Enfin, c'est souvent cet état d'esprit qu'on a quand on part en montagne. Mais c'est pour ça. Mais dites-vous bien que à tout moment de l'ascension, il faut avoir en tête que tu peux renoncer. C'est vraiment une option. D'ailleurs, la sortie qu'on a fait le week-end dernier, on a renoncé. Ouais. Les mecs se tâtent. Parce que finalement, il y a quand même un petit peu de neige. Et on a renoncé parce qu'on a fait une sortie en VTT dans la neige et en fait, on n'était pas dans le timing. C'est-à-dire qu'à un moment, il était 13h, on avait fait la moitié du dénivelé. La neige était de plus en plus profonde, ça nous empêchait d'avancer. On aurait pu se dire on continue, je suis sûr qu'on aurait atteint le sommet. Mais on aurait été hyper just, sans marge de manœuvre, sans rien, avec le froid, la neige et tout. Donc on a renoncé, quoi, tu vois. Donc là, tu te retrouves avec la nuit qui tombe, Seul, ouais. tout seul, avec le mauvais temps qui se renforce. Et du coup, en plus, est-ce que tu avais prévenu des gens au moins de ton itinéraire, tout ça? Ouais, j'avais prévenu quand même 2-3 personnes de ma famille, avec la donnée GPS et tout mon trajet. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais par contre, pourquoi c'est moi que t'as appelé après? Parce que t'es quelqu'un qui se couche très tard, donc... Tu m'avais juste envoyé un petit message, je pars en montagne ce week-end, je sais pas quoi. Ah, je t'avais pas dit que je faisais un bivouac, quoi. Ouais. Moi, je partais pas ce week-end-là, parce que ni en rando, ni en VTT, le temps qu'ils annonçaient était vraiment dégueulasse. C'était quasiment une tempête, hein, je crois, ce week-end-là qui au final, c'est ça. Bah, c'était ça, ouais, d'accord. Ouais. Hein. Donc moi, je me suis dit, bah, Pierre, il va partir faire une petite rando. Mais s'il m'avait dit qu'il partait faire le Mont Perdu, mais j'aurais dit, mais non, mais n'importe quoi. Tu fais pas ça ce week-end-là, quoi. Surtout sans connaître l'itinéraire, tout seul, tout ça, enfin bon. Et donc je reçois un premier message. Alors moi j'étais tranquille à Toulouse, chez moi, dans mon lit. À 2h du matin. À 2h du matin. T'as commencé à écrire sur un groupe Messenger, on était plusieurs riders là. Un message qui était bizarre, je l'ai pas retrouvé là, mais du coup qui m'a interpellé, quoi. C'était quoi à peu près Ah oui, je suis au Mont Perdu, ça va être difficile de redescendre, je crois que c'était. Ouais, enfin c'était un message pas très assumé, quoi, en fait. En fait, tu commençais à flipper, c'est ça? Ouais, parce que là, le vent, ça devenait complètement catastrophique et en fait, j'ai vu que j'avais du réseau, donc j'ai essayé de chercher en fait un contact entre guillemets humain pour me rassurer, sachant que j'étais tout seul là-haut. Mais du coup, vu que Pierre, il a sa fierté, là, son message, c'était un message hyper flou, quoi. Un peu en mode, ouais, c'est cool, je suis en montagne, mais bon... on savait pas trop ce qu'il en était, quoi, à la lecture du truc. Mais recevoir un message de Pierre à 2h du mat comme ça, et sachant que de base, c'est pas un inquiet, je me suis dit, il est en train de se passer un truc pas cool, quoi. D'ailleurs, j'ai eu une chance incroyable, là, d'avoir du réseau là-haut. Ah oui, ça c'était improbable, hein. Moi, je pensais pas que tu puisses en avoir là-haut. Et du coup, le meilleur moyen de communication en montagne, typiquement, là, c'est par SMS, parce que en fait, ça économise le téléphone. On est sûr de ce qu'on dit, sûr de ce qui est reçu aussi. Donc voilà, donc j'ai tout de suite enchaîné sur SMS. Et du coup, la conversation, elle a commencé à prendre un tour assez surréaliste. Donc c'est toujours dans mes SMS, là, c'est assez rigolo. 2h32 du matin. Alors, on va faire le fil du truc, là. Donc moi, je te dis, j'ai pas tout compris. Tu dors en haut du Mont Perdu? Point d'interrogation, point d'exclamation. Si oui, tu as besoin d'aide, point d'interrogation. Oui, je suis tout seul en haut, il y a beaucoup de vent et des rafales. Je suis à l'intérieur de la tente. Et du coup, pour moi, c'était complètement improbable, quoi. Du coup, j'avais pas du tout compris que tu bivouaquais en haut. C'est pas logique de bivouaquer en haut avec ces prévisions météo. Tu as besoin d'aide ou tu tiens la nuit? Et du coup, je t'ai répondu que je pouvais attendre la nuit et que j'avais pas vraiment froid, que j'étais quand même bien équipé. Je regarde les prévisions météo, et enfin, surtout à cette altitude-là, avec l'impact du vent et tout ça, et je me rends compte qu'en fait, là, en haut du Mont Perdu, il fait au moins moins 15 degrés. Ouais, et en plus, à ce moment-là, en fait, je te l'avais pas dit tout de suite, mais j'avais les arceaux de ma tente qui étaient en train de geler, les 2 couches de la tente, d'ailleurs, qui avaient complètement gelé. Et puis il a fait tellement froid que ma batterie et mon câble, le câble il s'est complètement cassé en deux. Voilà, mon câble. J'espère que ça va charger encore. J'ai vu que ça chargeait. J'ai pas insisté plus. Et si j'ai pas ça, j'ai pas de carte. Donc j'ai pas d'autre moyen de me repérer. Donc je pouvais plus charger mon téléphone et donc j'avais plus de GPS à partir de 2h du matin. Ouais. Donc ça commence à tourner mal, quoi. Alors... Là, tu réponds à un message un peu en mode rassurant. Tu dis ensuite, oui, j'ai chaud, je suis bien couvert, machin. Bon, j'avais pas vraiment chaud, je te rassure. Ouais, mais je m'en doutais. Et tu vois, c'est pour ça que j'avais compris quand même le truc. Prendre l'eau, c'est compliqué là. Et moi, je t'envoie. Ton message ressemblait à un appel au secours, pas vraiment assumé.
Il faut que tu sois clair dans ta communication. Et c'est là que je mets les points sur les i. À 3000 mètres, par moins 15 degrés, on peut mourir. Ah ouais, et à ce moment-là, du coup, j'ai fait l'erreur de dire à Alexis de prévenir les secours si à 10 h du matin, il n'avait pas de nouvelles de moi. Pourquoi l'erreur? Parce que du coup, ça viole un de tes principes de base, ne pas se fier aux secours en montagne. Ouais, mais non, enfin, c'est pas ne pas se fier, c'est ne pas compter sur les secours quand tu pars. Mais si tu dois les appeler, bien sûr qu'il faut les appeler. Je dis pas qu'il faut pas les appeler, il faut pas confondre. Hein, ça. Dans ce message, en fait, pour moi, c'était clairement... là, à ce moment-là, si jamais tu n'avais pas de nouvelles de moi, je comptais sur les secours à 10 h ouais, enfin non, tu comptais sur moi pour prévenir les secours, oui. c'est pas pareil. Ouais. Moi, là, ça commence à me poser un sacré dilemme. Parce que, logiquement, quand quelqu'un te dit si t'as pas de nouvelles à telle heure, appelle les secours, et qu'il est déjà en difficulté, tu te poses la question d'envoyer les secours tout de suite, quoi. Parce que, grosso modo, si t'arrive une merde et que tu passes toute la nuit, tu passes en hypothermie, tu gèles, tout ça, le matin, après, c'est trop tard, quoi, tout simplement. Là, il y a clairement un dilemme de montagnard, c'est-à-dire, on déclenche les secours ou on déclenche pas les secours. Et le problème, c'est que Pierre, en plus, il me transfère ce dilemme. En gros, pratiquement un choix de vie ou de mort, quoi. Donc, psychologiquement, c'est pas cool. Ça peut sembler choquant. Moi, sur le coup, ça va à la fois agacer, et à la fois, je me suis dit que, voilà, tu savais pas très bien ce que tu faisais, machin tout. Et en fait, c'est pas un si mauvais choix que ça. Techniquement, si j'avais été avec lui là-haut, et qu'on était coéquipiers sur cette sortie-là, c'est moi qui aurais pris la décision, parce que je suis plus expérimenté en montagne, j'ai plus l'habitude, donc clairement, c'est moi qui aurais pris la décision. Donc là, vu qu'il se sentait pas de... Enfin, tu savais pas, tout simplement, quel choix fallait faire. C'est vrai que t'appelles un ami, mais en fait, concrètement, c'est vrai que c'est mieux dans ce cas-là que ce soit le plus expérimenté d'un groupe qui prenne la décision. Après, le truc, c'est que j'étais pas dans le groupe, là. Sachant que de toute façon, si on avait déclenché les secours, il y a un truc qui vient modérer ça, c'est que en pleine tempête, en Mont perdu, t'avais pas un hélico qui allait arriver, en pleine nuit non plus. Et le temps que t'aies des mecs qui se mettent en marche à pied et tout ça, il sera arrivé au matin, au mieux. Hein. Ouais. Donc, à partir de là, en fait, quand on a commencé à échanger par SMS, moi franchement, ma première réaction, ça a été de... J'ai eu envie de lui pourrir et de lui expliquer tout ce qu'il avait mal fait, hein, clairement. Et puis en même temps, je me suis tout de suite mis à sa place, je me suis dit, ouh, il doit quand même pas être serein du tout, il doit être bien stressé, il est vraiment en danger, donc c'est... Quand t'es pas bien comme ça, que t'appelles quelqu'un pour t'aider, si tu te fais pourrir, je me suis dit, Pierre, il attend pas ça, là. Il attend pas ça. Donc j'attendrai qu'il revienne. Ce que t'as fait d'ailleurs. Qu'il rentre chez lui, machin, et là je lui dirai tout ce qui était pas bien. Mais là, dans l'immédiat, non, il a besoin de soutien. Donc concrètement, quel soutien je pouvais lui apporter? Moi, j'étais à Toulouse, à des heures de voiture. J'avoue que je me suis posé un moment la question d'aller le chercher. Peut-être juste parce que le défi m'amusait aussi. Mais en fait, non, je me suis dit non, c'est pas possible, parce que je savais que le secteur du Mont Perdu, c'est un secteur hyper paumatoire. Je le connais pas, j'y suis jamais allé. Donc y aller pour la première fois de nuit dans la tempête, je me suis dit, pas une bonne idée. Donc après, comment l'aider? Visiblement, il n'était pas en danger total, imminent, donc je me suis dit, j'appelle pas les secours tout de suite, on va essayer de passer la nuit. Et après, bah là, la conversation, ça s'est transformé en message de conseils sur la survie, en fait. Hein. Ce qui est intéressant aussi, parce que, bon, c'est un peu original, hein. C'est la première fois que je donne des conseils de survie en direct depuis mon lit. Oh, c'est dur, hein. Oh là là. Ah, ça te met même un sentiment de culpabilité. Tu sais, t'es là, bien au chaud. Bon, moins 15 degrés. J'ai des souvenirs qui remontent, c'est horrible. Ah ouais? Ouais. Du coup, vers quelle heure on dit à peu près là? On reprend vers 3h? Sur les SMS, on était à 3h du matin, pas loin de 3h. Tu m'as empêché de dormir toute la nuit en plus. Mais en fait, à partir du moment où je t'ai envoyé un SMS, c'est que clairement, déjà, mon GPS pour moi il était mort. Mon téléphone qui charge. J'avais même pas l'intention de redescendre tout seul en fait. Déjà, je me mettais dans la tête que quelqu'un allait venir me chercher. Ah ouais, tu t'es dit ça? Je pense, ou que du moins, j'attendais que du monde allait revenir le lendemain et que j'allais reprendre contact avec la civilisation, mais en restant dans ma tente. Du coup, troisième principe là, sur l'itinéraire. Préparer son itinéraire, tout ça. Donc tu l'avais préparé, effectivement.
Mais pour toi, préparer, ça voulait dire mettre dans le GPS. En fait, ouais, pour moi, j'avais regardé un topo, du coup j'avais pris les photos aussi du topo. Donc toujours pareil, en fait c'était dans le GPS et sur le téléphone. Donc là c'est marrant parce qu'on voit les principes qui rentrent en conjonction. C'est-à-dire, en fait, température extrême, ça te fait empiéter encore sur un autre principe qui est que, enfin toi tu avais préparé ton itinéraire, tu avais misé sur le GPS, du coup plus de GPS. Enfin ça j'en parle aussi dans mon tuto, c'est-à-dire que pour moi le seul moyen qu'on doit utiliser, c'est la carte. On peut utiliser un GPS, mais le GPS il vient en complément. C'est-à-dire que le seul truc qui est sûr en permanence, c'est la carte. Et de toute façon, la carte, elle a un énorme avantage, c'est que ça t'a fait adopter une attitude interrogative. Et qu'il y a un autre principe que tu n'as pas appliqué, c'est-à-dire attitude interrogative, tu l'as clairement pas eu, cette attitude-là. Et en fait, la carte, elle aide à ça. C'est-à-dire que se repérer sur une carte, c'est pas forcément évident. Justement, pour te repérer sur la carte, tu es obligé de regarder les alentours. Et c'est là où non seulement tu repères les passages, tu repères enfin, tu prends une vision d'ensemble sur ton itinéraire. Trop pentu, mon capitaine. On va monter par l'arête, là. On est ici. C'est vrai, comme tu dis, en fait, j'étais vraiment dans le nez du GPS et je regardais seulement les cartes pour me repérer. Je comparais avec les photos que j'avais récupérées sur Internet. Donc pour moi, en fait, tout semblait marcher comme sur des roulettes. Sauf qu'arrivé en haut, quand ça m'a planté, là, tu te poses vraiment les questions qu'il fallait se poser avant. Est-ce que je vais réussir à retrouver le chemin Sachant que retrouver un chemin en descente, c'est beaucoup plus dur qu'en montée en général. Et le chemin du Mont Perdu, il est complètement catastrophique pour ceux qui l'ont fait. Ils doivent s'en souvenir. Ouais. Mais je crois même qu'il y en a qui le font plusieurs fois de suite, mais qui se perdent plusieurs fois de suite. Hein. Mais je te raconterai ça après. Et en plus, surtout la carte, ça tombe pas en panne une carte, quoi. Donc tu l'as toujours la carte. Et aussi, en plus par rapport au GPS, le GPS, dès que tu n'es plus dans l'itinéraire, bon oui, lui, il peut te faire ramener à l'itinéraire par une droite. La droite en montagne, c'est rarement le chemin idéal. Et voilà, quoi. Du coup, la carte, une fois que tu n'es plus dans l'itinéraire, bah, tu peux toujours t'aider avec la carte pour retrouver, quoi. Moi, je pars sans GPS. J'ai pas de GPS. J'ai un téléphone satellite quand je pars en montagne. Des fois, j'ai du réseau, des fois, j'ai pas de réseau. Mais j'ai pas de GPS. J'en ai jamais pris. Mais moi, j'ai envie de dire, si vous savez pas lire une carte, faut pas partir sur un itinéraire compliqué. On peut toujours partir sur un itinéraire basse montagne balisé, avec, voilà, qui est sur un bon chemin, qui est facile à suivre. Mais dès qu'on prend un itinéraire de vraie montagne, faut être à l'aise avec une carte. Et il faut avoir cette carte avec soi, quoi. Alors le mec qui s'y connaît. Ouais, avec une carte au 50 millième où on voit rien. Par là. À peu près, hein. Pas par là, quoi. Et là c'est un exemple magistral, parce que du coup, c'est pratiquement le pire cas de figure qui puisse arriver. C'est-à-dire que tu suis avec ton GPS tranquillement, t'arrives en haut, donc au point le plus sensible, parce que tu peux pas être plus loin que quand t'es en haut, Ouais. et c'est là que tout te lâche, quoi. Complètement, ouais, c'est vraiment ça. Du coup, vers 3 h du matin, c'est là où il y a eu les plus grosses rafales. Là, je suis vraiment certain, et je l'assure, c'est qu'on était à plus de 100 km/h. Et j'avais la tente, je pensais même pas qu'elle pouvait résister. En fait, elle a résisté parce qu'en haut du sommet, tu avais des murettes de pierre. Et en fait, ouais, voilà. C'est clairement les murets de pierre qui m'ont sauvé. C'est-à-dire qu'il y avait 20 cm de ma tente seulement qui dépassaient des murets, mais j'avais quand même des rafales comme si que ça venait sur toute la tente. C'est impressionnant. Et à ce moment-là, je me suis dit que en fait, ça faisait qu'empirer, donc ça allait jamais se terminer. Pour moi, là, ça allait durer, mais tout le reste de ma vie, quoi. Faut se dire que tu vas monter ici jusqu'à la fin des temps, quoi. Quand un bivouac commence à mal se passer, le temps semble extrêmement long, quoi. Ah, c'est totalement ça. Et quand tu as des rafales de vent et tout, tu peux pas dormir. Tu avais conscience de la situation dans laquelle tu allais te retrouver si la tente lâchait? Parce que la tente, elle allait pas s'envoler si elle était entourée de murettes, mais elle pouvait très bien se déchirer. Ah, mais complètement. Et si elle se déchirait? Si elle se déchirait, ben, le seul truc que j'avais pensé, c'est essayer de regrouper la bâche autour de moi, dans mon sac de couchage, et attendre. Je sais pas dans si... le chien de fusil contre les pierres. Ouais, complètement. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que si ta tente se déchirait, tu te retrouvais avec un froid bien plus vif, parce que le volume d'air de la tente, il est réchauffé par définition à l'intérieur. Donc là, tu te retrouves avec les vrais moins 15 degrés dans la gueule, et plus le vent. La grêle aussi. Plus la neige qui allait humidifier le sac. T'avais une couverture de survie ou pas? J'avais une couverture de survie. Ouais, donc tu t'aurais pu te mettre dedans. Là, ça allait être vraiment chaud, quoi. C'est-à-dire que là, t'as des chances de te retrouver en hypothermie, vraiment être gelé, quoi. Et ça arrive super vite, ça, l'hypothermie, quoi. Bah, déjà que dans le sac de couchage, j'avais les pieds qui étaient en train de congeler. Et les mains aussi, parce que mes gants, ils étaient complètement trempés quand j'ai dû monter la tente. Donc... T'as pas réussi à te les réchauffer entre-temps? Absolument pas. Ouais. J'étais vraiment en boule dans le sac de couchage.
Et j'attendais qu'une chose, c'est que tu m'envoies un message. Quand tu me répondais, je voyais la notification. C'était vraiment mon seul espoir, quoi. Donc surtout, je t'explique de ne pas partir de nuit, parce que là concrètement, là t'as toutes les chances de te planter. De nuit sans carte, sans GPS. Après j'avais pas l'intention, il y avait trop de rafales, donc c'était pas possible de marcher, clairement. Et voilà, là, le risque clairement c'est l'hypothermie, le risque que j'identifie tout de suite, quoi. Donc je dis, dès que tu commences à avoir froid, bouge les extrémités, donc les pieds et les mains au maximum. Si tu commences vraiment à sentir que tu gèles, il faut pas s'endormir, quoi, dans ce cas-là, quoi. En soi, j'étais vraiment à la limite. J'avais presque des frissons à certains moments, mais on va dire que c'était soutenable par rapport à la température. Et ensuite, du coup, j'ai checké la météo. Je lui ai dit, pars dès le lever du jour. La meilleure fenêtre météo est entre 8 et 14 heures. Reste calme demain matin. Et du coup, tout de suite, je lui ai dit, voilà, quand tu veux partir, tu es en mode survie, dès que le jour se lève, tu vas être stressé, nerveux et tout. Et il y a un autre risque là, à ce moment-là, c'est de faire n'importe quoi parce que t'es frénétique, quoi, tu vois. Et je te dis, du coup, si tu as des passages expo, prends le temps de réfléchir, prends le temps de mettre les crampons. Et là, tu me réponds? Et là, du coup, je t'ai répondu que j'avais pas pris les crampons car ce qu'avait prévu la météo, c'était très peu utile pour moi. Je les avais achetés la veille en plus, ils ont tout neuf. Oh mon dieu. Faut que je descende tout là-bas. Là-dedans, là, dans une pente à 40% glacée. Putain, si j'avais su, j'aurais pris des crampons. Ça t'est pas venu à l'esprit aussi que même, c'était à la fin de l'été, tu peux avoir des zones avec des névés à 3000 mètres, tu peux avoir des parois qui gèlent, là t'as des bouts d'escalade et tout, crampons ça peut te sauver la vie, quoi. Là concrètement c'est un matériel à prendre, hein. Enfin, surtout si tu savais que tu partais dans le merdier, quoi. Et donc là je vérifie bien. Je te demande, tu me confirmes que j'appelle 112 à 10h si pas de nouvelles, quoi. Parce que du coup, voilà, quoi. Moi, il faut que je sache quoi faire si la communication, elle est rompue, quoi. Là, ça, c'est important à faire. Quand tu es dans une situation vraiment où tu échanges sur des secours ou tout ça, ça s'appelle la communication croisée. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, tu le dis de façon claire, avec tous les éléments bien clairs dans la phrase, et l'autre, il répond également en reprenant les éléments. Comme ça montre qu'il a bien compris. C'est exactement ce que tu as fait. Ouais, du coup. Donc là, tu vois, au moins, là c'est clair. Là, le point crucial, il est éclairci à ce moment-là. Et du coup, je réensérie, je dis, essaie de dormir. Et je dis, surtout demain matin, dès que tu as un doute, tu réfléchis sur l'itinéraire de descente, et je lui marque bien, prends le temps. Ça, c'est fondamental. Parce que quand on est dans une situation difficile en montagne, on est nerveux, on veut aller vite, et on prend pas le temps de réfléchir, alors que c'est vraiment l'essentiel. C'est-à-dire que si tu prends les bonnes décisions, tu t'en sors. Mais une seule mauvaise décision, ou une mauvaise décision sur l'itinéraire notamment, et du coup ça peut être catastrophique, parce qu'en plus ensuite on s'enterre dans nos mauvaises décisions, entre guillemets, c'est-à-dire que on a pris le mauvais itinéraire, on va dire ouais je vais continuer, je vais quand même couper, je vais machin, enfin il y a plein de facteurs de biais psychologiques qui font qu'à partir du moment où tu commences à te planter, tu fais de pire en pire, quoi. Ça par contre je l'ai vraiment respecté sur tout le long du retour. Donc ensuite, tu m'expliques, tu t'inquiètes sur la bouffe et tout ça. Donc bon, là je balaye le truc d'un revers de main. J'ai fait, t'inquiète pas pour la bouffe, on tient très longtemps sans manger, même en faisant des efforts. Voilà. Mais toi, ça te dérange. Ah non, la bouffe, c'était primordial, ouais. Non, c'est bon. La bouffe, en fait, quand vous êtes en situation problématique, le corps, il trouve toujours l'énergie. Ça, faut pas s'inquiéter pour ça. Il est pas aussi efficace, hein, mais il trouve l'énergie. Comment s'est passée la fin de la nuit, là? Du coup, en fait, il s'est mis à neiger, tout ça, quoi, en fait. J'ai eu de la neige à partir de 20h, ouais. J'ai eu de la grêle. Ensuite, la neige, elle a congelé. C'était devenu de la glace. Donc la tente, j'avais des blocs de glace, mais comme ça, sur la tente. Et qui bougeaient pas d'ailleurs avec le vent, tellement ça avait agrippé la tente. Et puis, je me suis endormi à 4h du matin. Mort de fatigue, je pense que c'est à ce moment-là que le vent il s'est calmé. Et puis même sans réveil, à 6h du matin, j'étais réveillé. Et je pense que c'est parce que j'avais eu trop froid aussi. J'étais complètement congelé, le fait de m'être endormi 2 heures. J'avais les pieds congelés, les mains congelées aussi. Donc c'est ce qui m'a réveillé d'ailleurs, tant mieux, parce que j'avais éteint mon téléphone, donc j'avais pas mis de réveil.
Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé qu'il fallait partir. Parce que en fait, le lendemain, sur les prévisions météo, ils indiquaient qu'il y avait des gros nuages un peu à toutes les altitudes, quoi. Ouais. Et que ça s'estompait dans la journée, enfin ou plus tard, quoi. Mais déjà, ils peuvent se tromper, ça peut très bien rester sur plus longtemps. Et ensuite, le gros problème que je me disais, c'était le brouillard. C'est-à-dire que si Pierre il devait descendre, sans connaître l'itinéraire, sans carte, et dans le brouillard, là, il y avait vraiment une grosse probabilité que ça tourne mal aussi. À ce moment-là, du coup, j'avais pensé à prendre un autre itinéraire par lequel les Espagnols y montent d'ailleurs, où il y a seulement 3 heures de marche. Ouais, mais vu que je connaissais pas du tout l'itinéraire, c'était quasiment impossible. C'est quand même mal barré, quoi. Tu descends même plus côté français, mais côté espagnol, par un truc que tu connais pas du tout. Je sais pas comment je vais faire pour retourner là. Ouais, bah voilà, quoi. Là on était dedans. Donc là, on voit la combinaison de toutes les mauvaises décisions, en fait. Hein. C'est-à-dire que finalement, tu passes au travers des gouttes, mais au final, ça joue à rien. C'est-à-dire que typiquement, la nuit, ça joue à... Est-ce que le vent t'a fait déchirer la toile ou pas? Il aurait pu déchirer. Ça joue à le froid, s'il avait été juste un peu plus intense, ou si tu t'étais pas réveillé le matin, ça se trouve, tu te serais retrouvé en hypothermie, sans même que la tente se déchire. Ça joue à, finalement, un coup de chance, la météo, le lendemain matin, c'était un soleil radieux. Mais si ça avait été du brouillard, t'étais baisé aussi, quoi. Du coup, finalement, tu vois, là t'étais à la limite. À la limite de tous les paramètres. Ouais, non, complètement. Donc, en gros, c'est la chance qui a fait que t'es passé au travers, là. Et du coup, le lendemain matin, on le voit bien sur les images, là, c'était... Ouais, c'était grandiose, on peut le dire, au moins. C'était beau, ouais, c'était beau. T'en as profité? Pas trop, non? T'as eu le temps de mettre un timelapse quand même pour la GoPro, j'ai noté. Hein. Ouais, c'est vraiment le seul truc que j'ai fait pour essayer de récupérer les images, moi. Tu prends quand même le temps de mettre la GoPro, te geler un peu les doigts pour la photo. C'est la règle numéro combien? C'est la dernière, je crois, dans mon tuto sur la sécurité en montagne, ne pas se filmer. Ça, c'était pendant que j'essaye de démonter la tente qui était complètement congelée. Ouais. Donc c'est que ça allait pas mal à ce moment-là. Parce que du coup, on a des images d'illustration, mais en fait, à partir du moment où ça a commencé à aller mal, t'as arrêté de filmer, quoi. Ouais, je me suis vraiment mis en mode survie, je me suis mis dans le sac de couchage, les mains comme ça, et puis la caméra, je l'ai laissée de côté. Je pensais à moi, là. Je pensais plus à la Donc, vidéo. malheureusement pour vous, vous n'aurez pas d'image des moments les pires. Je pense que ça devait être impressionnant dans la tente avec des vents de plus de 100 à l'heure. Mais bon, c'est logique. Et puis du coup, finalement, le retour, ça s'est passé quand on voit la météo que tu avais. Là, c'était plus très compliqué, quoi. T'aurais pu te retrouver coincé par faute de crampons. Ouais, complètement, ouais, parce que le final du pic, il est vraiment très très pentu. Allez, c'est parti. Il y a des moments qui étaient tendus en descente, là? Ouais, vraiment au tout début c'était assez tendu. Les pierres elles étaient gelées et c'était vraiment compliqué. Tu glissais sur chaque pierre et ensuite il y avait des névés, comme tu disais, assez pentus qui étaient aussi vraiment gelés. Alors j'avais pensé à les contourner. Tu m'avais dit la règle de réfléchir à ce que je fais. Et j'ai quand même pris la décision de reprendre les mêmes pas que j'avais pris la veille sur le névé. Tu as traversé des névés raides gelés sans piolet. Exact. Donc en gros, là, tu glisses, tu dévisses, on dit en alpinisme, c'est probablement que t'es fini, quoi. Parce que le piolet, c'est le seul truc qui peut t'arrêter si tu glisses. Mais bon, il y a des fois, en prenant bien appui, en taillant les marches avec les pompes, ça peut le faire, quoi. Fais gaffe, elle est vachement dure, hein. Là, ça. Et donc juste après la première cheminée que j'ai descendue, j'ai croisé 2 personnes qui avaient fait bivouac aussi, un peu plus bas. Je leur ai demandé s'ils retournaient par la brèche de Roland, ils m'ont dit que oui. Donc là, émotionnellement, tu vois, j'étais vraiment beaucoup plus rassuré le fait d'avoir trouvé quelqu'un avec qui redescendre. Mais même eux, ils se sont gourés ensuite. Et voilà, ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'on a descendu 2 cheminées ensemble et le mec qui était là depuis la 5e fois et il connaît très bien le chemin, et il a réussi à se perdre malgré qu'il avait la carte, lui. Mais alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est-à-dire que toi, tu as continué sur le bon, tu les as laissés partir. Donc en fait, voilà, le mec, il a pensé que c'était la brèche de Roland à droite. En fait, il y avait tellement de neige et le chemin il est tellement compliqué qu'on n'arrive même pas à savoir où il faut se repérer parce qu'on voit plus du tout les cairns. Et donc là, j'ai décidé de partir tout seul. Je leur ai dit clairement que pour moi, je pensais pas du tout que c'était là.
et qu'il fallait partir encore plus bas, descendre une autre cheminée. T'as un dilemme de fou, tu vois, t'as un chemin avec un cairn là-bas, t'as d'autres cairns à droite, tu les regardes partir comme ça, et tu te dis, est-ce que je pars avec vous ou pas, quoi. Et donc ils étaient en train de partir, le mec il se retourne derrière moi, et il me regarde, et il me fait, qu'est-ce que tu fais, tu viens pas? Et là je leur dis, non, pour moi ça me semble pas du tout ici. Et là j'ai eu raison, c'est-à-dire que eux ils sont partis faire une pente très très raide. D'ailleurs je sais même pas comment ils ont fait pour redescendre. Et moi j'ai continué mon chemin et là j'ai vraiment tracé ma race. Là j'ai envie de dire vraiment bravo. Ouais. Parce que ça a été vraiment compliqué de les quitter une fois que tu les avais retrouvés. Quoi. Et là, je l'avais fait sans GPS, sans carte, sans du tout. Là félicitations. Là je l'ai fait à mon instinct, tu vois. Mais ça veut dire que tu as un bon sens d'orientation quand même de base. Hein. Ouais. Et du coup, après, t'es retourné à la voiture. Ouais, après, du coup, depuis la prêche de Roland, ça s'est fait en courant, tellement j'étais motivé, même si j'étais épuisé. Conclusion, finalement, ça s'est bien passé. Finalement, je suis très content que tu aies eu cette expérience-là. Et bien moi aussi. Maintenant, j'ai appris beaucoup de choses. Et depuis, d'ailleurs, tu vois, quand on part ensemble, je me pose beaucoup plus de questions. Je sais pas si tu t'en rends compte. Donc je vois que tu fais gaffe, que tu écoutes effectivement et tout. Ouais. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo là. C'est vraiment pas pour le plaisir de sortir une vidéo ou tout ça là, c'est parce que je trouve ça vraiment important. C'est-à-dire que là, Pierre, il en a tiré pas mal de leçons pour lui-même. Et donc du coup, si ça peut éviter à certains d'entre vous de faire ce type d'erreur, ou si ça peut vous faire prendre du recul sur votre pratique, et ben c'est génial quoi. Et c'est d'autant mieux si ça permet aussi au PGHM d'éviter d'avoir à faire quelques sorties. Quoi. Bon allez, bonne sortie en montagne à tous. Prenez soin de vous.